8h35 et oui, édition spéciale consacrée aux législatives. On y reviendra dans 10 minutes à peine. Mais d'abord, un point sur l'actualité israélienne avec notre invité, comme tous les lundis matins, Denis Charbit, professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. On parle de l'actualité en Israël. Bonjour Denis. Bonjour Ilana. Et ravi de vous retrouver ce matin. Et oui, on parle beaucoup de l'actualité politique en France, mais c'est aussi important ce qui se passe en Israël. Aujourd'hui, le gouvernement Bennett devrait fêter 1 an de pouvoir, mais le bateau prend l'eau de toutes parts. Denis, depuis plusieurs semaines, les nuages s'amoncellent au-dessus de ce gouvernement dirigé par Naftali Bennett et Yair Lapid, principal artisan de cette coalition étroite et hétéroclite qui réunit pour rappel 61 députés sur 120 issus de 8 partis allant de l'extrême gauche à la droite plutôt nationaliste. Alors d'abord, il y a eu la défection de 2 parlementaires privant la coalition de sa courte majorité, incitant d'autres députés à ne plus respecter la discipline de vote, alors que l'opposition, elle, fait bloc autour de Benjamin Netanyahou et du Likoud. Ensuite, 4 collaborateurs du cabinet de Naftali Bennett ont donné leur démission. Et donc, on en parle ce matin, une situation inédite, paradoxale. Il y a également ce texte, la question de ce texte, l'opposition exclusivement composée de partis de droite et d'extrême droite en adéquation idéologique totale avec ce texte, cette loi renouvelée quasi automatiquement tous les 5 ans depuis 1967. Alors, de quoi s'agit-il exactement ? Je crois que c'est ça qui a mis un petit peu le feu aux poudres. Oui, tout à fait. Vous savez, on se rend compte que le Parlement n'a pas seulement pour fonction de promulguer de nouvelles lois, mais également de prolonger, de reconduire des dispositifs légaux, notamment, par exemple, et ça vous en souvenez sans doute en France, tout ce qui concerne l'état d'urgence. Voilà, c'est au Parlement de le faire. Et là, en l'occurrence, il ne s'agissait pas de l'état d'urgence qui est reconduit depuis 1948 par le Parlement. Il s'agissait de la reconduction, il s'agit d'ailleurs toujours de la reconduction qui est prévue tous les 5 ans. Donc ça aurait pu, selon les hasards du calendrier, avoir lieu dans 4 ans ou dans 3 ans. Voilà. Mais le fait est que ce n'est pas repoussé à plus tard, mais c'est bien jusqu'à la fin du mois de juin que doit être reconduit donc ces dispositifs juridiques très compliqués, très particuliers, très singuliers à l'État d'Israël et qui fait d'ailleurs très souvent la critique, voire la colère de beaucoup d'organisations de droits de l'homme, dont Amnesty, dont Human Rights Watch, etc. Pourquoi ? Parce que, comme vous le savez, le principe d'une démocratie, c'est que tous les habitants dans un même périmètre doivent être soumis à la même loi. Or, depuis 1967, on a établi, donc la Knesset avait promulgué à l'époque, un dispositif qui permettait à des Israéliens se trouvant en Cisjordanie, à l'époque également dans le Sinaï, la bande de Gaza et le Golan, en 67, d'être soumis à la loi israélienne, alors que leurs voisins d'en face, palestiniens ou syriens ou égyptiens, étaient lui soumis à la loi soit égyptienne, soit syrienne, soit jordanienne en l'occurrence, puisque maintenant il ne s'agit plus que de la Cisjordanie qui est concernée par ce dispositif. Et en général, comment dirais-je, en attendant un traité de paix, en attendant une négociation qui aboutisse heureusement à la fin du conflit, et on aurait ordonné tout ça. Et c'est cela, cette échéance-là qui arrive à son terme fin juin, donc on a encore 3 semaines environ, et on peut proposer autant de fois, enfin le vote peut échouer comme il l'a été la semaine dernière, on peut le proposer autant de fois, pour autant qu'à la fin du mois, il y ait bien un moment, une conjoncture qui permette la reconduction de ce vote. Alors ce vote, pour vous dire, Ilana, jamais personne n'en avait entendu parler, c'était pas un sujet, ça faisait partie, dans tous les gouvernements précédents, de quelque chose, d'une reconduction automatique dans laquelle vous pouviez avoir autant de membres du gouvernement que de membres de l'opposition, puisque, encore une fois, c'est quelque chose qui a, qui a concerné autant les gouvernements dits de gauche que ceux dits de droite. Or, dans la coalition actuelle, donc vous avez souligné à juste titre le caractère très large, le grand écart idéologique, c'est vrai que pour les députés arabes, les députés palestiniens et le RAM, on est un petit peu gêné aux entournures d'avoir à apporter son soutien à ce qui, en quelque sorte, cristallise la discrimination légale entre Palestiniens et Israéliens dans le territoire de la Cisjordanie. Alors, si la coalition avait été de 65 députés, on aurait pu totalement contenir les états d'âme de ces députés arabes, disant, écoutez, moi, voter pour ce texte-là qui grave dans le marbre la discrimination entre juifs et arabes, c'est pas possible, on en aurait tenu compte, on l'aurait
compris en quelque sorte. Mais là, comme toute voix compte, et c'est effectivement là, si vous voulez, il y a la conjonction, c'est pas simplement la participation d'un parti arabe dans la coalition, c'est surtout le fait que cette coalition a besoin de faire le plein de ses voix. Elle ne peut pas se permettre le luxe d'en perdre une, parce que, tout simplement, à ce moment-là, c'est tout le travail parlementaire qui est empêché. Alors, c'est là, je dirais, le paradoxe, Ilana, de cette crise, c'est que ce n'est pas une discussion, une querelle interne autour d'un nouveau projet de loi, mais autour de quelque chose que l'on reconduit de manière systématique. Et pour finir, le paradoxe, c'est quoi? C'est que, bien entendu, c'est l'ensemble des habitants de Cisjordanie qui ont intérêt à ce que ce soit reconduit, parce que tous leurs droits politiques, leurs droits sociaux, leurs droits à la santé dépendent de la reconduction. Autrement, ils sont recasés en quelque sorte à la case départ. Eh bien, le paradoxe, c'est que c'est ce public-là, donc dont les députés de droite et d'extrême droite, de Tzionout Datit et du Likoud, les représentent, qui votent contre. Et ce sont des partis du centre, de gauche, et voire le parti RAM, qui n'ont pas vraiment pour ce texte-là beaucoup d'affection, c'est le moins qu'on puisse dire, qui sont obligés de voter pour. Donc vous voyez, c'est un petit peu le monde à l'envers à cause de l'obstruction. Si on votait à la Knesset en fonction, non pas de est-ce que ça sert l'opposition, est-ce que ça sert la majorité, ou est-ce qu'au contraire ça hâte sa fin, je pense que le Likoud aurait voté bien sûr haut la main pour la reconduction de ce texte. S'ils parviennent demain au pouvoir, la première chose qu'ils feront, c'est de voter pour. Mais on est dans une politique parlementaire, et je dirais d'ailleurs à cet égard que jamais autant la politique israélienne n'a ressemblé à la 4e République. C'est-à-dire que moi j'ai toujours estimé que même si on avait un système proportionnel quasi intégral, c'est quand même l'exécutif qui était le plus fort, bien plus fort que le Parlement. Et là, on se rend compte dans ces crises-là à répétition, parce que vous avez bien raison de le dire, c'est pas la première, on se rend bien compte que c'est le Parlement, en quelque sorte, qui dicte aujourd'hui sa loi à l'exécutif, et pire encore peut-être, pas le Parlement, mais chaque individu, chacun des députés qui, avec ses états d'âme, avec son caprice, arrive en disant puisque tout le monde est à ma merci, eh bien j'en profite. Alors il se peut que le gouvernement ne tienne pas la route, ne survive pas à cet échec. Les choses sont encore extrêmement, c'est pas encore très clair. Ce qu'aimeraient les deux partis en question, et le Ra'am et le Meretz, c'est demander et obtenir des députés récalcitrants, des rebelles, des frondeurs, qu'ils remettent leur démission, qu'ils disent écoutez, nous on ne peut plus participer à un gouvernement pareil, à une coalition pareille, on ne peut plus la soutenir, et laisse la place à d'autres députés qui, eux, voteraient plus facilement ces dispositifs. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Denis Charbit, professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. On vous retrouve tous les lundis sur Radio J. Merci beaucoup, Denis, et à la semaine prochaine.